Cette phrase dit tout. Quand on pense à la finance quantitative, on s'imagine tout de suite des équations impossibles. Mais et si le vrai obstacle, ce n'était pas les maths? Si en fait, le vrai problème, c'était juste ce blocage, ce mur mental face à des symboles qu'on nous a jamais vraiment appris à lire. Alors, l'objectif qu'on se fixe ici, il est tout simple. On va essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette peur des notations mathématiques. On va apprendre, ensemble, à lire une formule non pas comme un calcul à faire, mais vraiment comme une phrase. Une phrase qui nous raconte une histoire. Ok, voilà le plan. D'abord, on va identifier le vrai obstacle. Ensuite, on va changer notre regard sur ce qu'est une formule. Après ça, on décortique le langage, pièce par pièce, pour, à la fin, transformer tous ces symboles en pure intuition. Allez, c'est parti. Première section, le vrai obstacle en finance. Et le sous-titre dit tout. Ce n'est pas une question de maths difficile. Le premier point qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que le défi, ce n'est pas la complexité des calculs. Ça, c'est un mythe. Le vrai problème, c'est la notation. C'est le langage, quoi. Du coup, l'objectif, ce n'est pas de devenir une sorte de calculatrice humaine. Non, le but, c'est d'atteindre ce qu'on pourrait appeler une alphabétisation. C'est-à-dire être capable de lire et de comprendre ce langage pour vraiment en saisir le sens. Ok, on arrive maintenant au moment clé, le point qui change absolument tout. C'est là qu'on va essayer de transformer radicalement notre façon de voir une formule financière. C'est vraiment le déclic le plus important. L'erreur qu'on fait presque tous, c'est de penser qu'une formule, ça sert juste à calculer un nombre. Mais la réalité, elle est bien plus intéressante que ça. Une formule, en fait, ça sert à décrire une relation. Ça pose une structure logique. Et surtout, ça formalise une intuition économique. Prenons un exemple tout simple. La formule du rendement. On la voit, R égale prix final moins prix initial, le tout divisé par le prix initial. Ça, ce n'est pas juste un calcul à faire, non. C'est la définition même du rendement. C'est une variation de prix, oui, mais relative au prix de départ. La formule en elle-même est le concept. Bon, maintenant que la perspective a changé, il est temps d'ouvrir la boîte à outils. On va décortiquer ce fameux langage mathématique, brique par brique, élément par élément. Première brique de base, les variables. On voit un P, c'est un prix. Un R, un rendement. Un T, le temps. L'important, c'est de comprendre que ce ne sont pas des nombres figés. Ce sont des symboles pour des choses qui peuvent changer. On peut dire que ce sont un peu les noms dans nos phrases financières. Ensuite, il y a les indices. Ce petit T en bas à côté du P, il n'est pas là pour la déco, il est crucial. Il précise le contexte. P indice T, ça veut tout simplement dire le prix à l'instant T. Si les variables sont les noms, alors les indices, ce sont les adjectifs. C'est eux qui donnent le sens. Passons aux exposants. Le petit 2 pour au carré, par exemple. Ça indique souvent une répétition, une croissance, une certaine intensité. Et en finance, c'est absolument fondamental. Pensez aux rendements composés, ou aux risques qui ne sont pas linéaires, qui s'emballent. C'est là que les exposants entrent en jeu. Et là, attention, on arrive à ce qui est peut-être l'idée la plus importante de toutes, le cœur du raisonnement financier, la fraction. Une fraction A sur B, ce n'est jamais juste une division, jamais. Il faut se forcer à la traduire mentalement par A par unité de B, toujours. Le rendement, c'est la variation du prix par unité de capital investi. Le ratio de Sharpe, c'est l'excès de rendement par unité de risque. C'est ça la clé de voûte. Ah, le fameux symbole sigma, celui qui fait un peu peur avec sa tête de grand E. En réalité, son message est super simple. Additionne tout ce qui suit. C'est tout. En finance, on s'en sert pour agréger des rendements, des pertes, ou, comme dans l'exemple ici, pour un portefeuille. Son rendement, c'est juste la somme des rendements de chaque action, pondérée par son poids. Il n'y a aucune magie là-dedans, c'est juste une agrégation. Ok, on a toutes les briques. Maintenant, dernière section, comment on assemble tout ça? On va voir une méthode super pratique pour passer des symboles à l'intuition. Voilà une méthode toute simple, en 4 étapes. C'est un peu une clé universelle. Première étape, on identifie chaque symbole. Qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième étape, on dit à voix haute ce qu'il représente dans le monde réel. Troisièmement, on lit la formule, tranquillement, comme si on racontait une histoire. Et enfin, quatrième étape, la plus importante, on vérifie si l'histoire économique qu'on vient de se raconter, si elle tient la route. Allez, on met la méthode à l'épreuve tout de suite. On prend un grand classique, la formule de la variance. Oui, elle peut paraître un peu intimidante comme ça, mais on va la traduire ensemble pas à pas. Ok, on y va. On décompose. Sigma carré, ça c'est notre objectif, la variance, une mesure de dispersion. Le grand E avec les crochets, ça veut dire la moyenne de tout ce qu'il y a dedans.
Le X, c'est notre variable, disons un rendement journalier. Le mu, c'est simplement la moyenne de X. Et enfin, tout le bloc entre parenthèses. X moins mu au carré, c'est juste l'écart par rapport à la moyenne mis au carré. Et maintenant, on assemble les pièces du puzzle. On lit la phrase, la variance sigma carré et le signe égal, la moyenne, le grand E, de les crochets, l'écart au carré par rapport à la moyenne. Autrement dit, la variance est la moyenne des écarts au carré par rapport à la moyenne. Et voilà, ce qui ressemblait à du charabia devient une définition limpide de la dispersion. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a gagné? La capacité de regarder une formule sans paniquer, d'identifier les variables, les indices, de l'expliquer avec des mots simples, et le plus important, de connecter ces symboles à une vraie intuition financière. Et on termine avec le point le plus important. Le but du jeu, ce n'est pas de calculer vite, ce n'est pas de mémoriser, c'est de comprendre la structure. Le fond du problème, c'est que les maths financières ne sont pas si difficiles que ça. Elles ont juste été mal enseignées, mal introduites. La vraie clé, c'est d'apprendre à lire, à traduire et à raisonner. Alors, pour finir, une question reste ouverte. Maintenant que la porte de ce langage est un peu plus ouverte, quelle sera la prochaine grande idée financière à être décodée?